oui au dialogue, mais avec beaucoup de conditions. Est-ce que ceux qui sont en exil pourront-ils participer au dialogue? Ceux qui ont pris les armes, déjà, selon l'adresse du chef de l'État, ils seraient exclus de ces dialogues. Les dialogues se tiendraient ici à Kinshasa, sans pour autant toucher aux institutions de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons analyser ces thématiques avec Ghislain Moingé. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bonne année 2026. Voilà, c'est la première fois de vous recevoir cette année. Premier entretien. Voilà. Vous portez bien. Je suis en forme, par quelques soucis de santé, ça va, mais on est là. Toujours défenseur. On est sur l'arène politique. Défenseur des institutions ou défenseur du président Félix Tshisekedi? Au service de la nation, défenseur de la patrie, soutenant le chef de l'État et les institutions légitimes de la République démocratique du Congo, notamment aussi soutenant le FARDC, les services de défense et sécurité qui ne laissent pas... Soutenant aussi les personnalités congolaises, ceux qui se démarquent. Bon, ceux qui voyagent, ceux qui vont en Belgique, puis qui reviennent. On a vu, vous n'avez pipé aucun mot sur... Je me concentre sur ce qui est essentiel, c'est l'État, ce sont les institutions. Et ce que font les autres personnalités comme moi. Autant une personnalité peut avoir son agenda, je le mien. Je crois que je me consacre à mon agenda et à mes activités. Et pour 2026, je crois qu'on aura peu à nous intéresser aux personnes, mais beaucoup plus à l'État et aux institutions. On commence beaucoup plus à sentir que Kabound devient de plus en plus très invité sur le plan international. Il a fait une mini-tournée européenne, il est revenu, il attend aussi, il devra rencontrer Donald Trump, il devra aussi rencontrer le président angolais. Ce qui fait que c'est une diplomatie agissante. Ben écoutez, s'il faut parler de notre acteur politique en dehors de Ghislain Moingé, s'il faut parler de notre formation politique en dehors du courant politique Avance pour un Congo émergent, il faudrait en inviter les sociétaires. On est en 2026, je parlerai moins de personnalités ou d'autres organisations politiques, je parle beaucoup plus d'Avance pour un Congo émergent. Je parle du gouvernement, je parle des institutions en grosso modo et de notre pays. Voilà ce qui est important. L'agenda de la République aujourd'hui, c'est ce que vous avez annoncé dans le titre, c'est des positions claires, fermes que le chef de l'État laisse entendre. C'est des prouesses dans plusieurs domaines, notamment des infrastructures. C'est cette résilience de la nation congolaise vis-à-vis de tous ces défis en face de lui. Je crois que ce sont là les thématiques importantes et qui intéresseraient les Congolaises et Congolais qui nous suivent ce matin, que parler des individus qui ont aussi la liberté et les ambitions qu'ils poursuivent. Et je souhaite à qui que ce soit de réussir sur son chemin. Et les dialogues tels qu'annoncés par le chef de l'État, est-ce qu'il sera inclusif, avec beaucoup de conditions? C'est comme si ça serait un dialogue sélectif. Bon, je crois déjà qu'il faudrait revoir le vocabulaire. Les chefs de l'État n'annoncent pas un dialogue. Le chef de l'État est un homme de dialogue. Le chef de l'État réitère plutôt sa disposition, sa prédisposition à toujours dialoguer, parce que ça lui revient en termes de responsabilité comme chef de l'État, père de la nation, de pouvoir, au niveau de la gouvernance, être plus ancré dans une gouvernance démocratique inclusive. Mais il le fait déjà, comme je l'ai toujours dit, à travers les dialogues verticaux qu'il a toujours entretenus entre lui, en tant qu'institution suprême du pays, et d'autres institutions, entre lui et des entités, des organisations, la jeunesse, l'armée, des consultations, il en a fait autant. Je crois que le chef de l'État est un homme de dialogue, il n'a fait que réitérer cette prédisposition. Et parlons donc à cette époque du dialogue. Il est dit oui, mais ces dialogues, pas comme l'entendraient certains ennemis de la République. Parce que le chef de l'État, aujourd'hui, en le disant, a démontré qu'il y a une cohérence dans sa vision politique depuis très longtemps, parce que le Congo n'est pas déficitaire d'un problème de dialogue politique ou de gouvernance démocratique. Le Congo fait face à une crise d'agression, une crise d'attaque à sa souveraineté, d'atteinte à sa souveraineté. Et à ce point de vue, le chef de l'État, le gouvernement, nous sommes restés cohérents et nous avons permis à la communauté internationale d'avoir une lecture très nette de la situation. Et aujourd'hui,
vous verrez que le Rwanda est sous pression de la communauté internationale, particulièrement des États-Unis d'Amérique, et que d'une certaine façon, le Rwanda voudrait congoliser l'agression qui est à l'Est pour se blanchir, parce que tout est clair aujourd'hui, et le Rwanda qui avait nié toute liaison avec la rébellion AFCM 23, le Rwanda le reconnaît officiellement à travers son ambassadrice devant le Congrès américain, à travers ce ministre des Affaires étrangères. Le M23 maintenant aujourd'hui ont évoqué leur allégeance au Rwanda, et en essayant d'évoquer l'Ouganda, l'Ouganda a aussitôt refusé toute liaison et a dénoncé cela et a demandé au Rwanda et au AFCM 23 de s'assumer. Et donc à ce stade, le Congo a déjà, pour sa part, démontré qu'il est ouvert à un dialogue. Au niveau international, nous avons le processus de Washington qui a abouti à l'accord de Washington. Nous avons en même temps aussi, pour juguler cette question de la rébellion, de Congolais, traîtres bien sûr, avec le Rwandais, mais qui ont choisi de se camoufler en rébellion, mais pourtant servant des intérêts étrangers. Nous sommes d'ailleurs en cours avec eux à Doha. Ils ont été encore conviés à d'autres négociations. C'est pour dire que dans la cohérence de notre action gouvernementale, Washington nous donne aujourd'hui des instruments qui nous permettent d'éviter des discordances avec le Rwanda. Doha nous permet en même temps aussi d'écouter les belligérants et de rencontrer leurs préoccupations et chercher à ce qu'on puisse trouver une solution pacifique. Mais l'État ne démissionne pas au front de la guerre, en même temps aussi que le chef de l'État, pour sa part, il s'est dit, bon, s'il y a deux voix discordantes ou autres au sein de la classe politique, de ceux qui n'ont pas trahi, de ceux qui ne sont pas en connivence avec l'ennemi, nous pouvons toujours dialoguer, parce que le dialogue étant déjà une habitude, comme je le dis. Et donc, les dialogues, je l'ai dit, dans la perception de ceux qui veulent assaimer un coup d'État à la souveraineté du peuple, ne pourraient pas avoir lieu. Ça, il faut le dire. Ça veut dire ces dialogues où on espère voir le président de la République, les institutions légitimes du pays, aller remettre en question leur légitimité et en même temps leur autorité, et chercher à ce que des questions intangibles de la souveraineté, des institutions soient mises à table avec de belligérants ou des acteurs politiques qui sont en mal de positionnement ou des frustrés politiques. C'est ces dialogues-là qui n'aura pas lieu, et ces dialogues qui, d'ailleurs, a déjà bénéficié du financement du Rwanda. Vous avez vu la Senko. Financement? Oui, bien sûr, parce que la Senko l'a avoué avec Monseigneur Fulgence Muteba, qui a reconnu qu'ils ont perçu des fonds du Rwanda. Le dialogue... Ils ont perçu les fonds des gens qui les ont reçus. Non, pas de gens, je parle du Rwanda. Il a parlé du Rwanda, l'interview existe, c'est en archive. Ça, c'est la Senko. Vous prenez Monseigneur Donatien Cholet, qui vient de faire une sortie médiatique récente, avec toute ambiguïté, incapable de condamner l'agression rwandaise, qui aujourd'hui voudrait situer l'armée républicaine qui défend la patrie et qui protège la population, situer cette armée au même niveau que des rebelles, de meurtriers, des violeurs, pour dire mais il y a la guerre entre AFCM 23 et le FARDC, et donc ce sont eux, c'est tout le deux camps que tuent. Donc tout est clair aujourd'hui que nous avons dans notre société des acteurs traîtres de notre société, des Congolais malheureusement, qui ont servi l'intérêt du Rwanda, qui ont reconnu être financés par le Rwanda, l'AFCM 23 qui reconnaît être en coopération avec le Rwanda et le Rwanda qui reconnaît. Et donc, nous sommes face à une situation qu'on ne peut pas qualifier d'une situation congolaise, même s'il y a des traites congolais. Et donc, c'est de cette cohérence qu'il nous faut soutenir, celle du chef de l'État. Et aujourd'hui, les éléments en face obligent tout Congolais patriote à soutenir le chef de l'État et les institutions de la République pour dire qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Au départ, lorsque la Senko parlait, lorsque le rebelle M23 FC parlait et que l'on disait que c'était des supplétifs rwandais, on pensait que ce sont des slogans qu'on utilise à vide pour les abattre dans la communication. Mais lorsque le temps finit par nous révéler la vraie nature des choses, ceux qui avaient la lanterne de comprendre qu'il s'agissait des supplétifs rwandais, qu'ils soient ceux qui sont militaires dans le Kivu, qu'ils soient ceux qui sont à la Senko, qu'ils soient ceux qui sont aujourd'hui se déclarant opposants républicains, mais que vous allez reconnaître à travers le même discours. La même démarche, celle de vouloir aujourd'hui ramener la République démocratique du Congo, notre pays, à un pays qu'on devrait remettre sous tutelle d'une certaine, soit communauté internationale, ou d'une certaine médiation extérieure qui devrait réduire les autorités légitimes du pays
au même rang qu'avec de rebelles et des traîtres. Non, le dialogue aura lieu, le chef de l'État l'a dit, il aura lieu dans le Est-ce que ça va cadre des résoudre le institutions de la problème? République. Le problème, c'est le dialogue. Oui, il ne faut pas aller dialogue parce qu'il faut aller dialogue. L'objectif, c'est dialogue et que ça puisse résoudre le problème. Je vais vous dire, Aujourd'hui, si on organise les dialogues en excluant certains Congolais, est-ce que vous trouvez que la solution sera trouvée? Je vais vous dire une chose, ça pourrait vous léser, tout comme ça pourrait léser quelqu'un d'autre là où il nous suit. Les dialogues, la guerre, les négociations, ce sont des théâtres. Des théâtres. Ce sont des théâtres qui n'ont que perduré depuis donc l'époque du président Joseph Kabila et qui n'ont jamais résolu le problème. Et le président Félix Tshisekedi, acceptant la possibilité d'un dialogue inclusif dans les conditions qu'il a clairement définies, ne vient pas dire au peuple congolais et n'a jamais dit au peuple congolais que ce dialogue-là serait la solution. Ça, c'est faux. Il n'y aura aucun dialogue qui sera la solution à notre problème. Nous l'avons toujours dit en toute clarté. Nous sommes confrontés à une guerre d'agression rwandaise, aujourd'hui, visiblement, mais une agression qui s'est ramifiée jusqu'au niveau des puissances prédatrices qui ont donné la procuration au Rwanda et à l'Ouganda et qui ont toujours alimenté ces groupes rebelles que nous avons en termes d'instabilité. Donc, nous rentrons dans un cadre géopolitique. Et c'est là où le président Félix Tshisekedi a fait la différence. À la différence de son prédécesseur, Joseph Kabila, qui lui était un acteur. Moi, je pense que le président Joseph Kabila était conscient et qu'il était un acteur, un pion, dans une géopolitique de l'instabilité, qui pouvait accepter qu'il y ait la guerre d'agression, qu'il y ait dialogue, brassage, mixage. On reprend et on était dans un boucle infernal et le Congo ne pouvait jamais solutionner ces problèmes. Et donc, le président Félix Tshisekedi, à la différence, lui a décidé d'attaquer la question au niveau de la géopolitique, remplacer la géopolitique de l'instabilité par une géopolitique de la stabilité, donc à travers l'accord de paix de Washington, à travers des accords stratégiques signés avec le partenariat stratégique avec les États-Unis. Aujourd'hui, vous avez déjà l'information qu'il y aura d'autres partenariats qui seront signés avec les Émirats arabes. Dans les prochains jours, il y aura des partenariats que nous allons signer avec l'Arabie saoudite, avec les Qatar, avec Israël. Ça veut dire que tous ces pays, toutes ces puissances qui passaient par le Rwanda dans une sorte de géopolitique d'instabilité pour prendre nos minerais à l'issue du pillage du Rwanda, ont compris que le président Tshisekedi a sonné la fin de cette géopolitique. Il faut pas organiser les dialogues. Laissez-moi terminer. Allez-y. Le président Tshisekedi a sonné la fin de cette géopolitique de l'instabilité et donc les États qui passaient par le Rwanda pour acheter nos minerais, donc, qui étaient resellers, ont décidé de venir avoir des partenariats bilatéraux avec le Congo et des partenariats stratégiques. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est là où il y a la solution à la crise sécuritaire qui a perduré au Congo. Et donc, pour répondre à ce que vous avez semblé dire tout à l'heure, cela veut dire que même les dialogues en soi n'ont pas besoin d'être. Mais si le chef de l'État les dit, c'est parce qu'il est père de la nation. C'est parce qu'il pense que des efforts qu'il a fait. Est-ce qu'il est fait à contre-cœur? Des résultats qu'il a obtenus. Ou parce qu'il aurait peut-être je ne vois pas des pressions. Sinon, le président Félix Tshisekedi américaine ou de Doha. Il y a eu beaucoup de chantage, que ce soit interne ou international, que le président Tshisekedi n'a pas cédé pour presser sur un dialogue. Ce dialogue tel qu'il était orienté. Et je crois que le président Tshisekedi a été à Lomé, il a été à Luanda, vous l'avez vu faire des ballets diplomatiques. Ne pensez pas qu'il était allé dire autre chose, comme on semble dire par l'M23 que Tshisekedi serait allé à Luanda pour supplier un dialogue, et il était allé à Lomé et finalement il s'est rebiffé. Non. Demandez, parce que ce sont des canaux diplomatiques, vérifiez, le président Félix Tshisekedi est allé partout pour parler avec ses homologues et leur faire comprendre que, écoutez, mon pays aujourd'hui fait face à une guerre d'agression et non à un déficit de dialogue interne. Et en même temps aussi, vous savez, au niveau international, le Congo ne peut pas aujourd'hui perdre la victoire que nous avons déjà obtenue. Nous avons la résolution 2773 qui, clairement, est un instrument juridique international qui place chaque pays devant ses responsabilités. Le Rwanda dans ses responsabilités du pays agresseur et dans les obligations de retirer
ces éléments. Et malgré cette résolution, rien c'est un processus. Voilà pourquoi notre diplomatie continue à travailler dessus. Voilà pourquoi, grâce aux efforts diplomatiques du Congo, le Congrès américain est en train d'examiner des possibilités de sanctions sur le Rwanda. Et l'Ouganda est sommé à plusieurs reprises. Vous avez vu comment le fils de Museveni, qui est le chef d'état-major de l'armée ougandaise, est en train de subir des ciblages américains et même d'autres puissances internationales. Là, c'est par rapport à ces tweets, ça n'a rien à voir avec la RDC. Cela veut dire que, non, mais écoutez, tout se ramifie à cette géopolitique de l'instabilité qui est dans la région du Grand Lac. Et vous savez, je vais vous dire une chose, cette géopolitique de l'instabilité que j'ai toujours fustigée a été instaurée par le biais de la volonté des puissances. Ces puissances qui ont été à la fois avec les régimes qui étaient à l'époque américains, des puissances occidentales. Mais avec l'évolution, ou ce que j'appelle le changement, la mutation géopolitique, ce qui s'est passé au Sahel a démontré que les autres concurrents comme la Russie et la Chine parviennent aujourd'hui militairement à soutenir des États africains à s'émanciper de l'impérialisme occidental. Et cela a laissé comprendre aux Américains qu'il n'est plus temps de soutenir l'instabilité, la déstabilisation des États, mais il faudrait plutôt privilégier des partenariats stratégiques avec des États comme le Congo. Et c'est ce qui se fait déjà, et je crois que la France est en retard, l'Europe est en retard, et c'est ce qui se fait que ceux-là soient ceux qui combattent maintenant la démarche du Congo et des États-Unis. Mais ils vont finalement suivre, parce que vous le voyez revenir aujourd'hui, la Belgique, la France, leurs ambassadeurs revenir contacter nos autorités pour comprendre que l'ère à laquelle nous sommes aujourd'hui est l'ère d'une géopolitique de l'instabilité, de la stabilité, que s'il faudrait continuer à promouvoir celle de l'instabilité, le bloc Russie et Chine vont dominer le terrain. Et c'est ce que les États-Unis sont en train de faire. Donc, à la fois, il y a des éléments géostratégiques qui jouent en faveur du Congo, qu'il y a des éléments régionaux, nationaux, que le président Félix Tshisekedi a su capitaliser pour que nous puissions changer la donne. Et la position de notre gouvernement aujourd'hui, c'est une position du progrès, c'est une position de triomphe qui, peut-être, ces triomphes ou ces résultats ne sont pas tous immédiats, mais nous sommes dans un processus déjà qui part à mettre fin à toutes ces aventures qui ont perduré suite à cette géopolitique de l'instabilité. Alors maintenant, certains acteurs ne feront plus partie ou ne feront pas partie de ces assises. Ben écoutez, c'est tout à fait normal. Le chef de l'État a été très clair. Alors, on ne va pas résoudre. Il y en a de ceux qui sont responsables des crimes et exactions. Aujourd'hui, vous organisez un dialogue où il y a par exemple Fayoulou et Kabound. Bon, appelez cela comme vous l'appellerez. Appelez cela comme vous l'appellerez. Mais nous, en tant que courant politique Avance, nous avons dit que... Même ça aura quel impact? Écoutez, sur les plans nationaux, sur les plans internationaux aussi. Le format, c'est un dialogue en termes d'exercice, mais pour nous, courant politique Avance, nous avons recommandé au chef de l'État que ça ne soit pas le format d'un dialogue. Ça devait être de consultation. Consultation. Oui, des consultations. Parce que s'il faut que cela se passe comme le chef de l'État l'a dit... Alors qu'au niveau de Doha, le gouvernement négocie avec l'M23. Oui, ça c'est autre chose. Donc il ne faudrait pas ici confondre les négociations. Parce que le chef de l'État, le gouvernement congolais, a donc permis qu'il y ait un cadre de négociation avec les belligérants, qui est donc Doha, et qu'ici à Kinshasa, dans le cadre du dialogue que le chef de l'État a dit qu'il doit se faire dans l'encadrement, sous l'encadrement des institutions, il faudrait qu'on voit donc des consultations. C'est ce qui est possible. Ce n'est pas un dialogue où il faudrait voir la Cinco, amener des gens avec des positions outrancières, attentatoires à la souveraineté du peuple ou à la légitimité des institutions. Non. Ce n'est pas un dialogue où on devrait voir un Edem Kodjo venir ou un médiateur angolais débarquer et celui-là avec l'agenda. Il n'y aura pas de médiateur angolais. Non. Le chef de l'État a été clair et ferme. Il a dit devant des diplomates, il a dit que ce dialogue va se faire sous les institutions légitimes du pays. Donc, ce sont des institutions. La première institution... Alors, pourquoi aller en Angola? Il a été en Angola. Écoutez... et on a vu comment le président angolais... Je vous ai dit... il a reçu des acteurs. Ne déformez pas. Le président angolais, si, après avoir reçu le président Tshisekedi, a reçu un acteur ou d'autres émissaires, c'est pour échanger avec eux sur la position ferme du président Félix Tshisekedi. Il y a une cohérence dans le discours du président Félix Tshisekedi. Ne laissez pas entendre aux gens que le chef de l'État
allant en Angola ou allant à Lomé ou je ne sais pas, n'importe où, serait allé supplier qu'on lui envoie un facilitateur pour un dialogue. Non, c'est un Congolais qui s'assume, autorité légitime de notre pays. Et je vous l'ai dit que ce qu'il a dit devant des diplomates, c'est ce qu'il a déjà eu à dire au chef d'État. Et il n'y a pas de contradiction. Et donc, je crois que ceux qui ont été reçus en Angola, tout comme ailleurs, après le passage du président Félix Tshisekedi, savaient déjà que la position du gouvernement congolais, c'est celle de ne pas embrayer la raison que le Congo a déjà eue sur la guerre d'agression, de ne pas effréner l'élan international sur la résolution objective et lucide de la crise sécuritaire, de la guerre d'agression, et en même temps aussi la possibilité que le chef de l'État et le gouvernement réservent à tous ceux qui sont opérateurs politiques, qui pensent qu'ils ont des idées contraires ou complémentaires, de parvenir à se retrouver dans ces cadres-là qui doit être pour nous, Avance pour un Congo émergent, je l'ai dit à travers un tweet, il faudrait que ce soit des consultations. Donc, qu'importe les acteurs. Les autres resteront en exil. Dès lors que le chef de l'État... Katumbi en exil. Je vous informe qu'il n'y a personne qui a été placé en exil. Kabila en exil. Non, écoutez. Frank Diongo en exil. Prenons le cas. Seth Kikuna en exil. Non, mais ce sont des gens qui ont fait allégeance à la rébellion. Lubai en exil. Ils doivent s'assumer, c'est de la responsabilité. Vous savez ce qu'on dit du Congo, on ne peut pas le dire en Chine ou au Japon ou en Corée. Un Coréen, un Chinois ou même un Français. Prenons le cas, je vous prends le cas de William Assange. Je pense que vous connaissez. Il est poursuivi par son propre pays. Parce qu'il a commis des actes attentatoires à la sûreté. Vous comprenez? Parce qu'il a touché aux intérêts supérieurs de la nation. Le président Honoré Joseph Kabila se vit dans un procès parce qu'aujourd'hui, tous les analystes internationaux les disent clairement, sans ambiguïté. Tous les analystes? Oui. Oui, il n'y a que seulement ici au Congo, parce que jusque-là, aucune ONG internationale n'a eu à citer Kabila. Écoutez, des débats sur des médias internationaux affirme clairement que dès lors que le président Joseph Kabila, ancien chef d'État, s'est retrouvé dans une zone occupée par la rébellion, a connivé avec eux, a pactisé avec eux, il a carrément consommé le fait de connivence, d'intelligence avec l'agression rwandaise. Et donc, les poursuites judiciaires sont fondées, d'une manière ou d'une autre. Bien que des débats politiques peuvent intervenir et que des possibilités de relaxation peuvent advenir. Mais nous sommes ici dans la logique la plus indiscutable. Prenons le cas de Diongo. Tous ces gens qui ont fait le défilé, qui sont allés à Goma, Matata. tous ces gens qui ont fait allégeance. Bon, déjà, Matata, vous pouvez comprendre, c'est une frustration. Et donc, je vous ai donné des cas des États auxquels nous nous référons souvent, qui sont aujourd'hui stables et développés, la France, la Belgique, les États-Unis. Et Katumbi. On ne peut pas, mais écoutez, c'est lui qui se sent mouiller ses mouches. Parce que je ne sais pas pourquoi M. Katumbi peut se revendiquer exilé. Vous voyez? Je ne comprends pas pourquoi X Congolais ou Y. C'est quand on sait être concerné. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec le service cyberdéfense, que je salue et que je félicite, on a su démontrer que des compatriotes, des gens avec qui nous sommes ici, étaient des traîtres, étaient dans des circuits de trahison, de complots contre l'État. Le plus récent, vous avez vu Claude Balanki, qui a été dans le sillage du pouvoir, responsable du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, ambassadeur itinérant du chef de l'État, mais vous le retrouvez aux côtés d'M23 en évoquant des raisons farfelues pour justifier sa traîtrise. Alors, si on vous avait dit à l'époque où le chef de l'État l'a écarté de ses ordonnances, si on vous avait dit que les raisons pour lesquelles le président Tshisekedi a écarté Claude Balanki sont telles que des informations ou des renseignements font état de sa collusion avec l'ennemi, on aurait dit non, Tshisekedi accuse tout le monde. Vous voyez? Mais on l'a seulement écarté, on l'a observé. Finalement, vous avez vu qu'il a montré sa vraie face. Les services de renseignement travaillent, les services de cyberdéfense travaillent. Et je vous dis, d'après les informations et les renseignements que nous avons, il y a beaucoup de supplétifs rwandais. Ils ne sont pas que ceux qui sont à Kivu, ils sont ici. Ils ont miné nos institutions, notre appareil sécuritaire. Ils sont même dans nos cités comme des espions et des contre-espions. Et moi, je crois que le Congo doit être fier aujourd'hui d'avoir notre président et nos compatriotes qui, aujourd'hui, font les efforts pour que notre pays ne soit pas couvert de honte. Imaginez une seule fois, si le Rwanda et ses supplétifs militaires du Kivu et ceux qui sont ici à Kinshasa, tous les traîtres qu'on a aujourd'hui appréhendés, qui sont en dolo, qui sont dans des différents services d'examen, si le Rwanda et toute cette machination
serait parvenu à décapiter notre pays, donc en attentant à la vie du chef de l'État, donc en mettant à terre nos institutions, quel ridicule pour nous, les Congolais de cette époque, et quelle honte pour la mémoire de nos enfants. Je crois qu'aujourd'hui, le combat que mène le président Tshisekedi, le combat que mène notre armée nationale, tous nos diplomates et tout notre gouvernement, c'est un combat historique et c'est un combat qui oblige quiconque de soutenir les institutions de la République, comme Ghislain Mwangi le fait, comme Avance pour un Congo émergent a choisi de le faire. Voilà, merci beaucoup Ghislain Mwangi, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous qui nous avez suivis déjà depuis 7 heures. Il est pratiquement 11h moins ici à Kinshasa, 12h moins heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Chers Congolais, vous qui vivez à Goma, Bukavu, tenez bon. La victoire sera sûre et certaine. Et même Ghislain, moi, je vous dois rassurer que d'ici là, il y aura l'autorité de l'État qui sera restaurée. Voilà, dans toutes ces zones. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.